Bienvenue donc à cette nouvelle séance virtuelle des midis de l'IRIB. L'IRIB, c'est l'acronyme de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles, un institut qui rassemble des chercheurs en économie, en droit, en sociologie, en sciences politiques, en histoire ou en architecture, qui sont principalement actifs à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. L'IRIB organise ces midis toutes les 6 semaines environ. C'est l'occasion de présenter des travaux récents de chercheurs et de chercheuses qui s'intéressent à des problématiques urbaines bruxelloises à travers des perspectives disciplinaires très variées, tout comme le sont donc les chercheurs du centre de l'Institut IRIB. Ces intervenants au Midi de l'IRIB peuvent faire partie de l'IRIB, mais pas uniquement. Les organisateurs invitent régulièrement des intervenants qui mènent leurs recherches dans d'autres centres de recherche et universités, comme c'est le cas aujourd'hui. Certaines de ces séances sont organisées en partenariat. Celle-ci et la prochaine, qui aura lieu le 11 mai prochain, notez-le déjà dans vos agendas, ces deux séances donc vont accueillir des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles. Elles sont donc organisées en partenariat avec EBXL, qui est le réseau des études bruxelloises de cette université, l'ULB. Ces deux séances sont aussi co-organisées avec la revue Brussels Studies, puisque les résultats qui vous seront présentés aujourd'hui et le 11 mai ont été récemment ou seront publiés, et disponibles dans leur intégralité en ligne sur le site de la revue Brussels Studies. Habituellement, sans doute que certains d'entre vous le savent et s'en souviennent, les midis de l'IRIB prenaient la forme d'une séance à l'Université Saint-Louis-Bruxelles, accompagnée de célèbres sandwichs qui nous permettaient, et à nos estomacs, d'également profiter des midis. La formule est malheureusement en suspens, mais nous espérons vivement que la rentrée de septembre se fera en présence les uns des autres, avec la convivialité des miettes de sandwich. Pour ceux et celles qui sont familiers de la formule, nous allons néanmoins garder le même déroulé. Après une intervention de l'orateur principal, qui durera grosso modo 3/4 d'heure, la parole sera à notre discutant pour 10 minutes. Après une première réaction de l'orateur, je vous inviterai toutes et tous à prendre part à la discussion si vous le souhaitez, et la séance prendra fin vers 13h30. Je vais donc maintenant lancer officiellement donc cette séance en accueillant le premier de nos deux intervenants, Gilles Vanham, qui est enseignant à l'ULB et chercheur en géographie au sein de l'IGEAT, qui est donc l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire. Gilles est spécialisé en géographie politique et économique. Les résultats qu'il nous présente aujourd'hui sont issus d'une collaboration avec des chercheurs en géographie de la finance de la VUB, la Vrije Universiteit Bruxelles. Ensemble, ils se sont interrogés sur les dynamiques territoriales des services avancés à Bruxelles et les enjeux qui y sont associés. On va donc découvrir ce que sont ces services avancés où ils se situent et ce qu'ils génèrent comme enjeux pour Bruxelles aujourd'hui. Gilles, je te cède désormais la parole pour environ 3/4 d'heure et je vous retrouve toutes et tous à la fin de l'exposé pour laisser la parole à Jean-Marie. Voilà, bonne séance. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vous remercie d'abord de m'avoir invité et puis je remercie tous ceux qui ont le courage de venir m'écouter. Alors, comme Tatiana l'a rappelé, donc je vous fais le compte-rendu, mais un compte-rendu, on va dire, politisé, hein, de la question de ce qu'on appelle les services avancés à Bruxelles. C'est un projet qui effectivement a duré 4 ans, où il y avait l'ULB, l'IGEAT et la VUB Cosmopolis. Et donc, je m'appuie sur l'ensemble des résultats, enfin, non, pas l'ensemble, mais une partie des résultats communs qui découlent de ce projet. Et en particulier, à un moment donné, je vais spécifiquement faire référence aux travaux d'une doctorante, enfin maintenant qui est docteur maintenant, qui a travaillé sur en particulier la finance à Bruxelles. Et bon, je signalerai en particulier quand je reprends spécifiquement ces documents. Donc voilà pour la mise en place des choses. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je vais peut-être un petit peu... Bon, ça va comme ça. Alors, donc comme je vous dis,
L'optique ici, dans cette présentation, c'est une optique politique, dans le sens où, à Bruxelles, comme dans d'autres villes, s'est développée au cours du temps la conviction que le développement économique régional reposait sur l'attractivité, et en particulier l'attractivité des activités économiques et donc des investissements extérieurs, hein, que la ville de Bruxelles, que la région de Bruxelles plus exactement, devait attirer. Cette attractivité de Bruxelles, et là je reprends les termes exacts du PRDD, mais vous trouverez énormément de parties du plan régional de développement durable où cette notion d'attractivité est mise en évidence. Elle est même centrale, hein, dans le plan régional de développement durable. Voici une des citations qui me paraît reprendre un certain nombre d'idées importantes de ce point de vue-là. Le développement économique régional repose sur l'attractivité de la région vis-à-vis des activités économiques. J'ai déjà commenté cette partie-là. Cette attractivité, repose tant sur la qualité du tissu économico-industriel et de l'offre des services que sur la capacité d'attirer et de retenir de la main-d'œuvre qualifiée et créative. Voilà, donc il y a la supposition que l'attractivité bruxelloise va reposer sur la qualité du tissu économico-industriel. On ne sait pas exactement, hein, ce que le PRDD entend par là, ce n'est pas vraiment précisé, et on ne sait pas tellement le substrat qu'il y a derrière. En revanche, la capacité d'attirer et de retenir la main-d'œuvre qualifiée et créative, là, on fait référence véritablement aux théories de Florida sur les classes créatives qui seraient donc c'est-à-dire les chercheurs, les ingénieurs et tout ce qu'il faut attirer pour pouvoir attirer l'activité économique et pour pouvoir assurer la croissance économique. Donc, derrière cette petite phrase un peu innocente, on voit qu'il y a beaucoup de présupposés, hein, qui ne sont pas nécessairement, on va dire, confirmés par une littérature scientifique rigoureuse qui chercherait à tester, hein, est-ce que véritablement la main-d'œuvre qualifiée et créative, quand on l'attire, ça améliore la situation économique de Bruxelles, parce qu'on pourrait très très bien prendre les choses dans l'autre sens. Ben, si on veut une main-d'œuvre qualifiée et créative, eh bien, il faut la former parce que quand même l'essentiel des gens qui travaillent à Bruxelles ont été formés à Bruxelles ou en tous les cas aux environs de Bruxelles, hein. Et donc, l'idée que c'est en attirant des nouveaux qu'on va améliorer les choses ne va pas du tout de soi. Bref, voilà un certain nombre de parenthèses, mais pour vous dire que derrière le projet, il y avait l'idée que Bruxelles doit être attractive pour les activités économiques, des activités économiques mobiles qui devraient continuer à être attirées par Bruxelles, à s'installer à Bruxelles, à venir à Bruxelles pour investir. Et donc, notre projet s'est interrogé sur que doit faire et que peut faire, hein. Ce sont vraiment des questions différentes. On pourrait dire d'abord que peut faire et que doit faire la région de Bruxelles-Capitale pour développer son économie de services de haut niveau. Et vous le verrez, là je ne vais pas insister dès maintenant parce que ce sera le cœur de mon discours, vous verrez que je vais développer de ce point de vue-là deux arguments. C'est un, Bruxelles est une ville internationale. Et de ce point de vue-là, on peut s'interroger sur la nécessité qu'a une ville internationale déjà attractive à renforcer son attractivité. On serait à Charleroi, on serait dans d'autres villes, on pourrait s'interroger. Mais ici, on est déjà dans une ville internationale attractive. Je veux dire, vous vous promenez dans la ville et presque des visu, vous pouvez le constater. Par ailleurs, et ça relève de que peut faire la région. L'hypothèse sur laquelle on va travailler, c'est que les autorités, en particulier les autorités régionales, donc de la région Bruxelles-Capitale, n'ont pas beaucoup de prise sur les dynamiques dont dépendent les services qu'ils veulent attirer. Il y a d'immenses mutations à l'échelle globale qui sont tellement au-dessus de ce que peut faire la région qu'on peut se demander que peut vraiment faire la région pour
faire ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire attirer des nouveaux investissements dans les services avancés, par exemple. Alors, donc commençons avant d'entrer dans les polémiques politiques, va-t-on dire, commençons par un petit portrait de ce que sont les services avancés à Bruxelles. Alors, je n'ai pas mis là sur la dia, mais je vais quand même essayer de vous expliquer ce qu'on entend par là. Services avancés, services aux entreprises, services de haut niveau, etc. Il y a énormément de notions qui se recouvrent plus ou moins. Hein, et donc, je ne vais pas rentrer dans des polémiques conceptuelles sur comment définir exactement ces services. Et donc, je vais le faire de façon très pragmatique et très simple. Les services avancés, ce sont des services marchands très qualifiés et qui remplissent en large partie ce qu'on pourrait appeler des fonctions stratégiques dans l'économie. C'est, par exemple, la finance. C'est la comptabilité, la publicité, etc. Toute une série de secteurs qui, à partir des années 70-80, vont prendre de plus en plus de place dans nos économies et qui, à Bruxelles, sont particulièrement présents. D'accord? Et donc, ça s'oppose à quoi? Pour faire les choses très simplement, à ce qu'on pourrait appeler les services banalisés, les services aux personnes. Services banalisés, ben, c'est le petit commerce, l'épicier du coin, mais aussi le commerce de gros, mais aussi les transports urbains. Donc, c'est une grande partie aussi de l'économie bruxelloise, tous ces services de base. D'accord? Et donc, c'est cette opposition-là, un peu simpliste, qu'on utilise pour définir ici les services avancés. Donc, d'un point de vue plus formel, on reprend par là ce qui, dans les classifications d'activités, sont la finance, les assurances et l'ensemble des services aux entreprises. Quand on regarde ces secteurs-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose qui est vraiment spectaculaire, c'est que Bruxelles concentre à elle seule, en tous les cas Bruxelles et ses environs, concentre à elle seule près de la moitié des activités de services avancés en Belgique et près des 2 tiers de la finance. Je vous l'illustre brièvement. Donc, vous avez ici une représentation cartographique qui ne reprend pas tout l'espace national, hein, qui reprend les principales zones urbaines. Et vous voyez rien que par rapport à Anvers, vous voyez la taille de Bruxelles, l'importance de Bruxelles en nombre d'emplois dans un secteur comme celui-là. On est à plus de 100 000 emplois à Bruxelles. À Bruxelles et dans ses environs, vous voyez que les cercles autour de Bruxelles sont extrêmement importants. Hein, ils n'atteignent pas bien sûr la taille d'Anvers ou de Gand, mais enfin autour de Zaventem, certains pôles du Brabant wallon, Louvain, enfin Leuven aussi est un pôle significatif. Et tout ça, on peut dire que c'est quelque part dans l'espace économique bruxellois. Et si on prend cet espace économique bruxellois, on concentre dans cette partie de la Belgique plus de la moitié de l'emploi ou de la valeur ajoutée des services avancés et plus de 2 tiers de la finance. Donc, un secteur qui est très concentré d'un point de vue géographique. Et qui, en l'occurrence, dans le cas de la Belgique, est très concentré à Bruxelles et autour de Bruxelles. Bruxelles est aussi, hein, et ce n'est pas tout à fait la même chose de dire ça, Bruxelles est aussi hautement spécialisée dans ce type de service. Plus de 35% de la valeur ajoutée qui est produite dans la région Bruxelles-Capitale, ce sont des services avancés.
c'est-à-dire finance, services aux entreprises de type comptabilité, publicité, etc. etc. Mais ça, c'est un point tout à fait central sur lequel on reviendra au moins une fois dans la présentation. C'est que ça représente 35% de la valeur ajoutée de la région de Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire 35% de la production, pour dire les choses simplement, mais seulement 18% de l'emploi. C'est un décalage énorme, c'est un décalage qui se fait surtout dans la finance. La finance, c'est 18% de la valeur ajoutée bruxelloise, c'est 8% de l'emploi. Donc, c'est un secteur qui est plus important, si vous voulez, dans l'économie que dans l'emploi. Ça suppose quoi? Ça suppose évidemment qu'on a là des emplois hautement rémunérés dans ces secteurs-là, et en particulier dans la finance. Des emplois qui sont en moyenne 2 fois mieux rémunérés que le reste des emplois à Bruxelles. Alors, pour bien situer ce que ça représente, on a fait ici un petit graphique qui permet de situer Bruxelles parmi on va dire, les grands pôles de services avancés en Europe. Donc, vous avez sur ce graphique 3 informations. Vous avez d'abord le rond qui représente, on va dire, la taille économique de cette activité. Ici, on est surtout dans la finance. Finance au sens large, assurance, etc. Donc, on voit que Bruxelles, de ce point de vue-là, est un pôle moyen. Hein, tout de même en dessous d'une ville comparable, de villes de taille comparable comme Amsterdam et Zurich. Mais au-dessus, parfois, de villes plus grandes comme Munich ou Barcelone, ou même Madrid. Donc, eu égard à sa taille, Bruxelles est un pôle important, hein, et quand même fortement spécialisé. Et puis, vous avez 2 indicateurs. Dans quelle mesure Bruxelles, par rapport aux autres villes, concentre l'activité nationale dans la finance? Et là, on l'avait déjà dit, c'est 2 tiers. Donc, c'est à peu près la même chose que Londres. Et dans quelle mesure l'économie locale est spécialisée dans la finance. Donc, on voit que Bruxelles, à l'échelle européenne, est quand même un pôle financier significatif. Significatif par sa taille et significatif par sa capacité de concentration de l'activité au niveau national et par sa spécialisation dans cette activité financière. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, on a là un phénomène qu'on trouve à Bruxelles, qu'on va retrouver dans la plupart des pôles que je vous ai présentés sur ce graphique. C'est-à-dire qu'on a affaire, avec ces services avancés, à des activités qui sont très concentrées d'un point de vue géographique. Dans le cas de Bruxelles, on va revenir sur qu'est-ce qui fait qu'en général, ces activités apparaissent comme très concentrées. Enfin, sont très concentrées. Mais on va insister juste à ce moment-ci au fait que cette concentration en Belgique, en faveur de Bruxelles, elle est liée à sa fonction de capitale nationale et de capitale internationale. Bruxelles joue un rôle de coordination du marché national, en particulier dans la finance. Et Bruxelles localise des fonctions de services avancés qui sont spécifiques, qui sont liées à son rôle de capitale politique nationale, mais surtout internationale. Et donc, vous avez des activités de consultance, de lobbying, de cabinets légaux ou d'avocats ou que sais-je, hein, qui sont liés à ces fonctions internationales. C'est ça qui, historiquement, fait de Bruxelles un pôle, on va dire, significatif à l'échelle européenne pour ce type de service, comparable à Amsterdam dans une certaine mesure, par exemple.
mais évidemment très en dessous des grands pôles mondiaux que sont Paris et Londres, hein, comme vous le voyez ici sur ce graphique. Donc voilà pour, je dirais, un portrait très bref, hein, de ce que sont les services avancés à Bruxelles et de leur localisation. Et donc, on en arrive aux questions politiques que je souhaite poser. C'est-à-dire, Bruxelles peut-elle améliorer sa position internationale? Pas tout à fait la même chose, hein. C'est doit-elle, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer qu'il est intéressant pour l'économie bruxelloise, pour la population bruxelloise d'améliorer sa position internationale, et peut-elle, quand bien même elle le déciderait, est-ce qu'elle a les moyens, c'est-à-dire est-ce que les autorités politiques ont les moyens d'améliorer cette position et de devenir plus attractive par rapport à ce type d'activité? Et par rapport à ça, je développe deux idées clés. Et le premier, il est très directement lié à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire au fait que ce type de service, les services de haut niveau, les services avancés, je vous ai dit que je vais utiliser comme des synonymes, hein, tout ça, sont géographiquement concentrés. Et en travaillant sur ces services avancés, on a progressivement développé l'idée, alors on n'a pas inventé cette idée, hein, mais qu'il fallait vraiment se méfier de cette idée qu'avec les services avancés, qui sont très souvent liés à des grands groupes internationaux. Je veux dire, il y a bien sûr des firmes locales, bruxelloises ou belges, mais aussi beaucoup de grands groupes internationaux, de consultance, des juridiques, publicitaires, qui ont simplement un bureau plus ou moins développé à Bruxelles, comme ils auraient un bureau à Amsterdam, à Francfort ou dans d'autres villes. Et donc, sur base de cette idée, circule l'idée qu'en réalité, ces services peuvent se déplacer comme ça, un petit peu comme ils veulent, que ce seraient des activités extrêmement mobiles et qui pourraient se déplacer aisément d'un centre vers un autre. Et donc, que pour maintenir ou améliorer sa position, Bruxelles doit être plus attractive parce que ces services sont des services extrêmement mobiles. Or, l'idée qu'on développe ici, c'est qu'en réalité, pour la toute grosse majorité, ces services sont des services captifs, c'est-à-dire en réalité pas si mobiles qu'on pourrait le penser. Pourquoi ces services sont captifs de l'économie bruxelloise? Tout comme à Amsterdam, ils seraient largement captifs de l'économie amsterdamoise, etc., etc. Eh bien, ça nous ramène à tout ce qui fait que ces services sont concentrés géographiquement. Pourquoi est-ce qu'on va retrouver dans un lieu aussi petit que Bruxelles l'essentiel de ces activités à l'échelle belge? Mais parce que, au cours du temps, se développent dans ces secteurs des relations entre les entreprises au niveau local, c'est-à-dire un tissu local de firmes interconnectées, où vous allez voir que les différentes banques qui sont présentes, que les différents cabinets ont des relations entre elles, surtout à l'intérieur de chacun de ces secteurs, les banques entre elles, les cabinets d'avocats entre eux. Et donc, on a là déjà un ancrage des entreprises au niveau local, qui forment des tissus interconnectés d'entreprises. Et donc, s'extraire de l'économie bruxelloise, c'est s'extraire de toutes des relations interentreprises qui se sont constituées au cours du temps et qu'on peut mesurer notamment par les consommations intermédiaires, c'est-à-dire qui achète quel service à qui. Et on va voir que ça peut paraître étonnant, mais les principaux clients des banques, c'est des banques. Les principaux clients des avocats sont des avocats, c'est-à-dire qu'ils sous-traitent, qu'ils retraitent, etc., etc. Et ça, c'est d'un point de vue strictement formel, hein, c'est-à-dire quand il y a des contrats de vente tout à fait officiels entre deux entreprises. Mais il existe aussi dans ces tissus ce que
des théoriciens anglo-saxons ont appelé les untraded interdependencies, c'est-à-dire des interdépendances qui ne sont pas commercialisées, c'est-à-dire tout simplement des tissus de relations sociales. Le fait que les cadres de telle et telle banque se connaissent, se font confiance, que les cadres de telle banque connaissent ceux de l'entreprise comptable avec lesquels ils traitent pour un certain nombre d'activités. Donc, il se constitue, et on a pu faire une enquête pour montrer qu'il se constitue dans un tissu comme celui de Bruxelles, hein, et on est encore très très loin de ce qui peut se passer dans la City à Londres, où circulent des informations euh, beaucoup plus stratégiques qu'à Bruxelles. Il se constitue véritablement des réseaux formels, mais aussi des réseaux informels, hein, de connaissances entre les différentes firmes et les différents professionnels ou cadres qui travaillent au sein de ces firmes. Aussi, bien entendu, et tous ces éléments sont liés les uns aux autres, hein, aussi, bien entendu, les services de haut niveau à Bruxelles reposent sur l'existence à Bruxelles d'une large base de main-d'œuvre spécialisée et qualifiée, qui a acquis de l'expérience aussi dans les secteurs en question, et qui a été formé à la base pour ça. Et donc, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile qu'on peut le penser pour une entreprise de s'extraire comme ça de la main-d'œuvre qui la fait fonctionner. Et puis enfin, on a vu que, et ça, on l'avait déjà développé sur le slide précédent, que les activités concentrées à Bruxelles sont liées historiquement et encore aujourd'hui à son rôle de capitale nationale, c'est-à-dire de centre de la finance nationale qui, dès le départ, dès les années 1830, s'installe à Bruxelles, parfois aux adresses où les grandes banques actuelles sont encore. Hein, le siège de Fortis BNP qui est en train d'être construit, c'est celui qui est apparu dès les années 1830, c'est le même siège. Et de son rôle donc, de capitale nationale et internationale, hein, que j'ai déjà développé. Donc, on avance l'idée qu'en réalité, ces secteurs, pour une très très grosse part de leurs activités, sont très liés au tissu local et donc sont largement captifs, ne peuvent pas se déplacer comme ça, comme on pourrait le penser. Il n'y a qu'une partie limitée de l'activité qui se déplace très facilement. Ça a un coût chaque fois de renoncer à une localisation pour une autre. Sans compter, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas développé, que je ne vais pas développer outre mesure, mais que dans ce qu'on appelle les services avancés, en fait, il y a une partie qui s'adresse à la clientèle locale. Si vous prenez les emplois dans la comptabilité, vous avez bien sûr la comptabilité de haut niveau, celle qui sert aux entreprises pour échapper à l'impôt, etc., etc. Mais vous avez aussi tous ces petits comptables qui servent en réalité le marché local, des indépendants locaux, etc., etc. Donc cette partie-là, évidemment, de l'activité, elle est nécessairement captive puisqu'elle dépend du marché bruxellois en tant que tel. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est que si l'activité des services de haut niveau est une activité largement captive à Bruxelles, évidemment, la possibilité d'attirer de façon significative de nouvelles fonctions est limitée. De même que la possibilité qu'échappe à Bruxelles une partie importante de l'activité est elle aussi limitée. On va nuancer un peu cette idée par la suite, hein, mais... Alors, par ailleurs, donc ici on était, on peut développer un autre argument, c'est qu'en réalité, vous comprenez bien que quand on parle de ces services avancés internationaux, etc., la question se pose si la région bruxelloise veut être attractive, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire? Quelles sont les marges d'un pouvoir urbain, d'un pouvoir régional par rapport aux forces économiques dont on parle? Je vous donne quelques exemples d'évolution macroéconomique et on voit tout de suite où se situe le problème.
À partir des années 80, on parle de mondialisation. Je ne vais pas discuter le terme, etc. Mais ce qui a été établi, c'est que la mondialisation a renforcé le commandement dans les centres mondiaux de coordination. D'accord? C'est-à-dire qu'avec la mondialisation a par exemple eu comme résultat la délocalisation de toute une série d'activités, par exemple industrielles, mais qu'en même temps que se dispersaient toute une série d'activités industrielles et autres, se concentrait la nécessité de coordonner ces activités à l'échelle mondiale et que cette coordination centralisée se serait faite au bénéfice de ce que Sassen avait appelé les villes globales. Londres, Tokyo, Hong Kong, etc. Donc ça, c'est un processus mondial extrêmement puissant sur lequel vous imaginez bien que Bruxelles aura très très peu de possibilités d'action. Alors dans cette théorie, il y a quand même un problème, c'est qu'on ne sait pas très très bien où situer justement une ville comme Bruxelles ou comme Amsterdam, c'est-à-dire ces centres nationaux. Qui ne sont ni des villes globales capables de coordonner à l'échelle mondiale, ni des zones périphériques vers lesquelles pourraient se délocaliser des activités. On est quelque part ailleurs. Parce que dans ces théories, quelque part, il n'y a pas de place pour les marchés nationaux. C'est comme si l'État et la nation allaient disparaître. Enfin, c'est comme ça que c'était exprimé dans les années 80 et 90. Cette idée-là a un petit peu disparu parce qu'avec la crise de 2008, la disparition de l'État, ça ne fait plus recette dans la théorisation, mais enfin, ça pose un problème parce qu'on voit bien qu'en réalité, dans chaque pays, le pôle fort a maintenu une position forte. Et donc ça, c'est un signe très fort du maintien de marchés nationaux très très forts, même dans le cas de l'Union européenne, qui est un marché quand même très fortement unifié. Bref, ça, c'était une parenthèse. Deuxième type d'évolution, des évolutions géopolitiques, des évolutions macroéconomiques qui ont par exemple pu favoriser l'émergence de groupes européens, par exemple dans le domaine bancaire. On a mis en place une libéralisation à l'échelle européenne, on a mis en place un marché européen de la finance. Résultat, on a vu à l'échelle européenne l'émergence de très, très, très grands groupes. Et en Belgique, ça s'est traduit par l'émergence progressive au terme de rachat, etc., de 4 grandes banques, dont 2 sont sous contrôle étranger. ING et Fortis, BNP Paribas, etc. Et puis, vous avez des évolutions, enfin, on pourrait en citer bien d'autres, des évolutions macroéconomiques, comme par exemple la crise de 2008, qui va accélérer un certain nombre de processus qui étaient déjà à l'œuvre, comme la digitalisation, la réorganisation des groupes bancaires et toute une série d'autres processus. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que face à cela, ce n'est pas l'autorité bruxelloise qui va pouvoir peser. C'est-à-dire comment est-ce que dans ce jeu-là, dans ces grandes dynamiques, que peut faire la région bruxelloise? Elle mène une politique d'attractivité. Bon. Précisons un petit peu ce que ça veut dire à l'échelle des banques, justement. Et donc, c'est là que je fais référence aux travaux de Maëlys Soigné, qui a étudié les restructurations des banques après 2008. Et ça va illustrer les propos dont je vous parle, c'est-à-dire, en fin de compte, face à ces réorganisations de l'activité bancaire, que peut véritablement le pouvoir régional. Alors, à Bruxelles et en Belgique, après 2008, la banque bruxelloise et belge en général, mais enfin comme la banque belge et surtout bruxelloise, ça va connaître une mutation majeure. D'abord, on a une réorganisation de qui possède qui. Avec la faillite de Fortis, l'État belge a décidé de vendre Fortis à BNP Paribas. Il y a eu la nationalisation obligée de Belfius, ça parce que personne ne voulait racheter ça. Donc, il y a déjà une réorganisation au niveau de qui possède qui poursuit des tendances qui existaient avant, mais qui en 2008 sont évidemment très
très concentré du fait de la crise financière et de 2 banques qui sont en train de faire faillite. Après cela, donc sur quelques années, sur une dizaine d'années, on a tout de même, à Bruxelles, perdu 10 000 emplois à peu près dans la finance, sur quelque chose comme 80 000. Et on a quand même une situation très paradoxale, c'est que dans le même temps, la valeur ajoutée de la banque à Bruxelles a continué à augmenter, y compris dans sa part dans le total national. Donc ça, c'est quand même très particulier. Ça n'arrive pas souvent qu'avec des pertes massives d'emplois, on parvienne à augmenter de façon significative la valeur ajoutée. Et donc Bruxelles perd en quelque sorte en termes d'emploi par rapport au reste de la Belgique, mais il continue à gagner en termes de valeur ajoutée par rapport au reste de la Belgique. On n'a pas pu complètement expliquer ça parce qu'en réalité, on pensait qu'on allait retrouver des tendances similaires ailleurs et à Bruxelles, elles apparaissent comme particulièrement rapides et concentrées et spécifiques. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ça de façon aussi claire à Londres, il n'y a qu'à Amsterdam qu'on a trouvé des tendances similaires, mais à Francfort, etc., on n'a pas retrouvé des tendances au moins à cette échelle-là, hein, des pertes aussi massives d'emplois alors que l'activité économique, en quelque sorte, n'est comme pas affectée. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est que les grandes banques, les 4 grandes banques belges, vont connaître des restructurations massives après 2008. Ce n'est pas 2008 qui constitue une rupture décisive. Hein. En réalité, Maëlys Foigné, qui a interrogé des dizaines de cadres, systématiquement, on lui dit ben, on a des processus à l'œuvre qui étaient déjà à l'œuvre et qui s'accélèrent après 2008. Premier processus, on a un processus de numérisation, digitalisation et de fermeture des agences. La numérisation, la digitalisation, c'est d'abord pour le client et donc ça permet de fermer des agences. Et donc, on va d'abord avoir les fermetures des agences dans les zones périphériques. Et puis, la deuxième phase, celle qui commence justement dans les années 2010, c'est la fermeture des agences dans les lieux, dans les villes elles-mêmes. Donc, évidemment, par là, vous supprimez déjà tout un certain nombre d'emplois en faisant reporter en quelque sorte le travail sur le consommateur. Donc, ces gains de productivité sont en partie des gains de productivité artificiels. L'amélioration de la productivité, c'est d'être plus efficace par heure de travail. Mais si en fait vous reportez le travail en partie sur le consommateur, évidemment, la façon dont vous calculez la productivité est problématique. Je ferme la parenthèse. Vous avez par ailleurs toute une série de processus de flexibilisation de la main-d'œuvre. Là encore, on est sur un processus qui est pluridécennal. Depuis les années 80, on cherche à flexibiliser la main-d'œuvre, c'est-à-dire à ce qu'elle puisse plus facilement passer d'un segment à un autre, qu'on puisse plus facilement la licencier et faire revenir d'autres, etc., etc. Ça se traduit en particulier dans la banque par le recours systématique à des consultants qui sont des gens qui vont rester parfois plusieurs mois dans l'entreprise, voire plusieurs années dans l'entreprise. Mais évidemment, ils ont un contrat qui n'est pas un contrat de travail de subordination directe avec l'entreprise. Ils ne sont pas des salariés de l'entreprise. Et donc, ça permet d'avoir une gestion plus flexible. Et donc, cette flexibilisation, elle passe par la sous-traitance, l'externalisation et l'engagement de consultants à l'intérieur même de la firme, c'est-à-dire des gens qui viennent au bureau, enfin, quand c'était possible. Mais le processus le plus spectaculaire qu'elle a pu décrire, c'est un processus où on va voir qu'il se passe dans la banque à partir des années 2000, mais surtout à partir des années 2010, exactement ce qui s'est passé dans l'industrie dans les années 80. C'est-à-dire que dans l'industrie, c'est très facile à comprendre.
pour produire une chaussure, vous avez besoin de toute une série d'éléments, des matières premières, etc. Puis vous devez coudre la chaussure et on va voir qu'à partir des années 80, on va décomposer les différentes parties de la chaîne de valeur qui amène à la construction de la chaussure et on va localiser en particulier les segments les moins qualifiés, par exemple le fait de coudre la chaussure, on va les localiser dans les pays où c'est le moins cher de le produire, c'est-à-dire où la main-d'œuvre est la moins chère, parce que c'est là qu'on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, produire ça aux États-Unis, en Europe, c'était devenu trop cher, donc on a déplacé ça vers l'Indonésie, vers la Chine ou vers d'autres espaces. Eh bien, il se passe à partir des années 2000-2010 la même chose dans la banque, c'est-à-dire que la banque segmente, décompose sa chaîne de valeur. Sa chaîne de valeur, c'est par exemple la fabrication d'un produit financier. Et elle va localiser les segments les moins qualifiés vers des centres plus périphériques. Par exemple, vers les Philippines ou vers l'Inde. Mais pour l'essentiel, elle va rester à l'intérieur de l'Europe, vers l'Europe de l'Est ou vers l'Europe du Sud. Et vous avez la description de cette restructuration géographique de l'activité de la chaîne de valeur des banques pour les 4 grandes banques ici en Belgique. Donc, avec toute une série d'activités qui vont quitter Bruxelles, soit des activités moins qualifiées qui quittent Bruxelles, c'est ce qu'on appelle dans la banque le back-office, c'est-à-dire les activités les plus standardisées comme le contrôle des paiements, la facturation, etc., etc. Donc, des activités plus standardisées où on n'a pas besoin de la main-d'œuvre qualifiée au prix où on la paye à Bruxelles. Et donc, on va installer ça où on va l'installer en Europe du Sud, par exemple, dans le cas de BNP. Mais attention, c'est en Europe du Sud, mais à l'intérieur du groupe. Quand la flèche est noire, ça veut dire qu'on reste à l'intérieur du groupe. BNP Paribas a une gestion où elle va, par exemple, spécialiser son centre à Madrid dans le back-office, elle va spécialiser son centre à Lisbonne dans les aspects d'informatique, etc., etc. Dans le cas d'ING, vous voyez que c'est plutôt vers l'est de l'Europe qu'on va se déplacer. Dans le cas de la KBC aussi, c'est l'est de l'Europe qui sera privilégié. Dans certains cas, vraiment pour les activités les plus banalisées, mais ça ne représente quand même pas la majorité, on va aller en Inde ou aux Philippines. Soit à l'intérieur du groupe, parce qu'il y a des filiales directes de BNP ou de ING en Inde ou de KBC ou aux Philippines, mais parfois on va sous-traiter à d'autres firmes et donc on ne reste pas à l'intérieur de la firme. Mais, et ça c'est ce qui est intéressant dans le cas de Bruxelles, en même temps, on va voir que les activités de très haut niveau, par exemple la salle des marchés, là on va spéculer, on va boursicoter, etc., ça va aussi en partie quitter Bruxelles pour aller vers le centre de chacune de ces entreprises. À Amsterdam pour ING, à Paris pour BNP et à Londres pour une partie des activités, parce que Londres, c'est quand même le centre européen pour boursicoter, hein, c'est-à-dire pour faire des choix d'investissement stratégiques, pour placer son argent, etc. Donc, Bruxelles se retrouve en réalité dans une position entre deux. Et elle garde pour l'essentiel ses fonctions de coordination du marché national. Vous voyez bien que vous pourrez mener toutes les politiques d'attractivité que vous voulez. Si BNP Paribas veut rapatrier à Paris ou déplacer à Londres une partie des activités d'investissement qui se faisaient à Bruxelles, ils le feront. Et donc, c'est ce que racontaient les témoins, c'est qu'en réalité, la salle des marchés de Fortis, c'était 1000 personnes. Aujourd'hui, il en reste 200-300. Je ne sais pas si c'est pour BNP ou ING, mais enfin, c'était quelque chose de cet ordre-là, en tous les cas. Donc, résumons, la localisation
des services avancés est soumise à un double système de contraintes sur lesquelles l'action politique locale pèse peu. Ce sont les évolutions macroéconomiques et politiques, et c'est d'autre part l'ancrage territorial qui résulte des relations de proximité qui font que les activités qui sont à Bruxelles, elles ont besoin d'être à Bruxelles et elles sont efficaces parce qu'elles sont insérées dans le tissu bruxellois. Alors voyons maintenant deux autres aspects. C'est alors la concurrence, la compétition pour attirer l'activité, elle ne se fait pas seulement entre des villes, on va dire comparables, des villes de haut niveau, on va dire, telles que Bruxelles et Francfort ou Amsterdam, etc., etc. Elle peut se faire aussi à l'intérieur de l'espace bruxellois, entre le centre et la périphérie. Évidemment, à Bruxelles, ça prend une dimension particulière puisque les limites de la région bruxelloise sont des limites administratives inébranlables. Et donc, tout ce qui va échapper à la région bruxelloise va échapper à la fiscalité bruxelloise, et donc, ce sont des activités qui sont perdues. Dans l'ensemble, et ça, c'est un phénomène qui n'est pas du tout bruxellois, on va voir que, en termes relatifs, dans les grandes villes, on a un déclin structurel des parties centrales de la ville au bénéfice d'une périphérisation de l'activité, y compris dans les services de haut niveau. Vous allez avoir un certain nombre de services de haut niveau, comme par exemple la consultance et la comptabilité, qui vont rester concentrés géographiquement, mais pas nécessairement dans le centre de la ville. Parce que rester dans le centre, c'est payer plus cher. Et donc ça, il faut pouvoir se le permettre d'un point de vue strictement économique, et il faut en avoir besoin. Et donc, ce qui reste dans le centre, ce sont les fonctions les plus prestigieuses, à plus haute valeur ajoutée. On le voit très très bien ici sur ces deux cartes. Sur les cartes du haut, vous avez l'ensemble des services avancés, où on voit quand même que Bruxelles est une ville qui reste très centralisée, c'est-à-dire que quand même, malgré tout, l'essentiel de l'activité des services avancés se situe à l'intérieur de la région Bruxelles-Capitale, mais vous avez quand même toute une partie des pôles extérieurs, en particulier dans le nord-est de la ville qui est en vert ici avec le pôle des Aventem. Vous avez le pôle de Louvain, à l'est de la ville, et puis vous avez des pôles plus dispersés dans le Brabant wallon. Mais quand même, vous gardez quand même une ville qui est très centralisée d'un point de vue, vous avez des villes comme je sais pas moi, Montréal ou même Amsterdam, dont l'activité est beaucoup moins centrée centralisée à l'intérieur de la ville. Mais une partie des activités de services de haut niveau ont beaucoup moins cette attirance vers le centre. Et vous voyez ici, par exemple, l'exemple de la consultance, où vous voyez que les grandes firmes de consultance ont préféré s'installer juste en dehors de la région. Ils ont plus d'espace pour des bureaux moins chers, etc. Et donc, vous avez toute une série de cabinets de consultants qui restent, par exemple, le long de l'avenue Louise, mais les plus gros ont été s'installer dans l'immédiate périphérie de Bruxelles. Donc, pour elles, elles sont encore à Bruxelles, sauf qu'elles payent moins cher. Donc, elles ne sont pas formellement à Bruxelles, mais d'un point de vue économique, du point de vue de leur fonctionnement, elles sont à Bruxelles. Et donc, se pose la question de est-ce qu'il y a entre la région bruxelloise et ses périphéries une concurrence ou une complémentarité? La réponse scientifique, si vous voulez, habituelle, c'est qu'il y a une complémentarité, c'est-à-dire qu'on va avoir des activités à moindre valeur ajoutée, des activités, y compris par exemple dans la finance, des activités de back-office dont on a déjà parlé, qui vont plutôt aller s'installer dans la périphérie de la ville parce qu'elles n'ont pas besoin de cette localisation au cœur de la ville. Donc, on est dans un ensemble bruxellois large où, entre les espaces centraux et périphériques, il y a des complémentarités. Ça ne fait aucun doute. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même des activités qui peuvent se situer indifféremment à l'intérieur ou à l'extérieur de la région Bruxelles-Capitale, et ce n'est pas sans conséquence.
Donc, il y a quand même aussi une compétition géographique ici. Quand je dis c'est pas sans conséquence, ça veut dire c'est pas sans conséquence fiscale. Ces entreprises payent quand même un certain nombre d'impôts, de taxes locales, et c'est pas sans conséquence aussi du point de vue du recrutement. On a comparé le recrutement de Ever et de Zaventem pour les services avancés. À Ever, 31% de la main-d'œuvre vient de la région bruxelloise, donc c'est la minorité, mais c'est quand même 31%. Si vous déplacez la même activité à Zaventem, vous n'avez plus que 20% de la main-d'œuvre qui vient de la région bruxelloise. Donc les impacts indirects, donc il y a tout de même une concurrence pour l'attraction de ces activités au sein de la région fonctionnelle de Bruxelles. Et le fait qu'il n'y ait aucune coopération fiscale entre la région bruxelloise et ses environs, enfin que tout ça soit complètement bloqué, ça pose quand même des problèmes. Parce que on pourrait très très bien être complètement indifférent à cette question-là s'il n'y avait pas des conséquences en matière de recrutement de la main-d'œuvre et s'il n'y avait pas des conséquences en matière de fiscalité éventuellement. Et puis pour terminer, quelques considérations sur l'impact social. Donc je reviens à des chiffres que j'ai donnés dès le départ. Les services avancés, c'est 20% de l'emploi, près de 40% de la valeur ajoutée à Bruxelles. Oh, j'ai gonflé les deux chiffres, mais ça changerait. Donc, on a des emplois hautement rémunérés qui sont partiellement occupés par une main-d'œuvre internationale très mobile. Des gens qui viennent pour une mission dans un cabinet de consultance à Bruxelles parce que c'est une mission auprès de la Commission européenne ou que sais-je. Et donc, incontestablement, la dualité sociale qui est observée à Bruxelles, elle est liée à la nature de ces activités de haut niveau. Donc, vous avez à Bruxelles une économie locale avec des services locaux où les revenus sont modestes. L'emploi dans la grande distribution, par exemple. Et puis, vous avez ce cinquième de l'emploi qui a des hautes rémunérations, qui est en partie liée, en partie évidemment, à une main-d'œuvre internationale très mobile. Donc évidemment, cette économie produit naturellement, entre guillemets, de la dualité sociale. Par ailleurs, d'un point de vue social, on peut dire que ces secteurs, l'impact de ces secteurs sur l'économie est soumis à des dynamiques contradictoires. D'une part, on l'a vu, ces secteurs sont très ancrés dans l'économie bruxelloise, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de relations avec d'autres entreprises qui sont à Bruxelles. Donc, quand vous avez une activité dans une firme de services avancés de Bruxelles, ça va se répercuter sur les autres firmes de services avancés à Bruxelles. Certains appellent ça un complexe de services avancés. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, l'augmentation de ce type d'activité, c'est une augmentation qui va rester en partie interne à l'économie bruxelloise. Mais d'un autre côté, la main-d'œuvre qui travaille dans, et là on en revient à la question des limites de la région bruxelloise, la main-d'œuvre qui travaille dans ces secteurs, c'est une main-d'œuvre dont on a dit qui est bien payée, et les gens qui sont bien payés à Bruxelles, où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent en dehors de Bruxelles. Et donc ça limite évidemment toute une série d'impacts positifs sur Bruxelles. Ça veut dire qu'une grande partie de la consommation de ces cadres de haut niveau va se faire en dehors de Bruxelles, etc. Ici, vous voyez, pour l'ensemble des secteurs dont on a parlé, vous voyez le très faible pourcentage de gens qui travaillent dans ces secteurs au sein de la RBC, de la région, et qui habitent aussi dans la région Bruxelles-Capitale. Pour l'ensemble des services avancés, ça représente 29%. Alors que pour l'ensemble de tout l'emploi à Bruxelles, c'est quand même 39%. Donc c'est 10% de moins. Et là où les revenus sont les plus élevés, où les salaires sont les plus élevés dans les finances et l'assurance, c'est 23% seulement. Moins d'un quart de la main-d'œuvre des activités bancaires à Bruxelles sont occupées par des gens qui habitent dans la région Bruxelles-Capitale.
Voilà, donc pour conclure, donc tout ça, toutes ces considérations laissent entendre que Bruxelles est une ville internationale. Et ça, c'est un petit peu mon dada. Je répète ça depuis 20 ans, personne n'écoute, mais bon, je continue néanmoins à le dire. Je ne vois pas très bien quel est le sens à donner à une attractivité internationale quand on est dans la réalité. On le voit bien, une ville internationale. Bruxelles a une sociologie internationale, une économie internationale, et quel est le besoin vital de cultiver cette attractivité internationale? Vous retrouvez ce discours à tous les niveaux. Au sein de l'ULB, vous retrouvez beaucoup de discours, par exemple, sur l'attractivité internationale de l'ULB, mais qui en réalité est simplement la conséquence du fait qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de jeunes, entre guillemets, d'origine étrangère. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut prôner? Ben, on peut prôner le fait de ne rien faire. C'est-à-dire qu'en réalité, Bruxelles est une ville internationale attractive. Qu'est-ce qui a besoin d'aller mener des politiques d'attractivité internationale? Parce qu'on voit bien que quand il y a déplacement d'activité, Bruxelles ne va rien pouvoir faire. Bruxelles ne va pas pouvoir décider si BNP Paribas va délocaliser les activités de back-office à Madrid et les activités de marché à Londres. Hein, Bruxelles ne pourra jamais concurrencer Londres sur les investissements de haut niveau dans le domaine de la finance internationale. Évidemment, par ne rien faire, hein, ça c'est un petit peu la provocation, il faut quand même être attentif à ce qui pourrait constituer des goulots d'étranglement. Mais là, ça ne relève pas des politiques d'attractivité, ça relève tout simplement des politiques transversales. Politique de mobilité, politique de formation de la main-d'œuvre, tout ça c'est tout à fait essentiel pour maintenir ces types d'activités hautement qualifiées. Mais ce n'est pas spécifiquement destiné à attirer telle ou telle activité. Ça va simplement éviter que ces activités puissent faire face à certains blocages à ce niveau-là. Et donc, Bruxelles devrait concentrer ses capacités d'action sur d'autres segments de l'économie bruxelloise où elle peut véritablement avoir une prise et qui requiert une action publique forte, par exemple la construction ou d'autres domaines. Voilà, j'en ai terminé. Et je vous remercie de votre attention. Merci Gilles. Je vais essayer de départager. Voilà, C'est parfait. réussi. Merci Gilles pour la présentation. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'éléments qui donneront peut-être envie au public de réagir, mais sans plus attendre, on va écouter notre deuxième intervenant qui va un peu réagir, probablement faire écho à certaines des dynamiques proposées ici. Notre second intervenant est également géographe, mais il travaille à l'Université de Liège. Jean-Marie Helleux est professeur de géographie économique et il mène ses travaux de recherche au sein d'EcoGéo, qui est le service de géographie économique qu'il dirige également. Nous l'avons invité aujourd'hui comme discutant car ses préoccupations concernent notamment le développement territorial et la localisation des activités économiques. Et là, je pense que vous comprenez bien ce en quoi Jean-Marie va pouvoir nous apporter des éclairages supplémentaires sur ce dont il a été question. Jean-Marie, je te cède la parole pour 10 minutes environ, suite à quoi Gilles pourra réagir ou on entamera directement la discussion, on verra un petit peu en fonction de l'heure. Jean-Marie, c'est à toi. Très bien, merci. Merci beaucoup, Tatiana. Merci évidemment à l'IRIB pour son invitation. Et merci aussi à Gilles pour la présentation et puis à Gilles et ses collègues pour le travail. Donc, je me suis principalement appuyé sur la publication de Bruxelles Studies pour un peu anticiper ici mes réactions, mais tout ça est évidemment en lien avec ce qui vient de nous être présenté. Alors, j'aurais peut-être d'abord quelques réflexions sur le positionnement général de l'étude et de la présentation, positionnement en termes de paradigme, on peut dire,
Et pour introduire ça, je vais commencer en vous parlant de désintoxication et de CAM. Alors, je m'explique directement. En fait, je fais référence à une publication assez récente de Bouba Olga et Grossetti, titrée La mythologie CAM. Et par CAM, on entend en fait ici compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Donc, en gros, ce dont on vient de nous parler. Donc, mythologie CAM, 2 points, comment s'en désintoxiquer? Ben, je pense qu'on est là avec une illustration de cette volonté de nous désintoxiquer du sujet. Hein. Donc, la thèse de Bouba Olga et de Grossetti, elle est double. Donc, d'abord, il faut relativiser les logiques de métropolisation et effectivement ne pas surestimer tout ce qui concerne l'attractivité, premièrement, et puis deuxièmement, il y a évidemment des retombées en termes de politique, hein, ce dont Gilles nous a parlé, parce que si effectivement on mobilise des moyens, en particulier pour l'attractivité, bien sûr, ces moyens ne seront plus disponibles par ailleurs. Donc voilà, je pense que ce que Gilles nous a présenté et le travail se situe dans ce paradigme, hein, finalement, qui, je crois, monte progressivement en puissance, même si effectivement Gilles l'a souligné, et je pense pouvoir effectivement le confirmer de mémoire. Hein, ça fait quand même quelques années que tout ça est mis en avant du côté des équipes de l'ULB. Et donc, notamment sur la question de l'attractivité, tout ça mérite d'être mis en perspective. Donc voilà, on voit que ce sont des idées qui, heureusement, quand même montent en puissance. Et je pense que la présentation a quand même été assez claire avec les 2 arguments. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Les 2 arguments de l'ancrage, d'une part, et puis des tendances macro, effectivement, et là, personne ne maîtrise quoi que ce soit. Et donc, de ce point de vue-là, on peut effectivement être d'accord avec cette idée de ne rien faire, ou plus exactement, de mettre les moyens ailleurs plutôt que dans cette hypothétique attractivité. Voilà, donc ça, c'était un premier thème de réflexion. Et puis alors, bon, j'ai lu l'étude à une centaine de kilomètres de Bruxelles. Donc voilà, je vais ici vous présenter quelques réflexions sur le focus quand même sur la région de Bruxelles-Capitale et ce que ça évoque. Donc, ce sont des réflexions finalement d'échelle ou de perspective. Alors bon, le travail est quand même assez clair, hein, en tout cas au niveau de la publication. Donc, on veut analyser l'impact économique, social des services avancés ou des services supérieurs sur le tissu économique et social de Bruxelles. Bon, on comprend évidemment le contexte. Hein. L'étude a été, en l'occurrence, je pense, financée par un organisme bruxellois. On publie dans une revue bruxelloise. Voilà. Maintenant, je voudrais quand même peut-être un peu élargir le spectre avec le constat que ces services supérieurs, bon, ça a été dit, mais ils ont évidemment un impact sur les tissus économiques et sociaux à l'échelle du pays. Et donc là, je voudrais peut-être mettre en avant quand même la problématique. Bon, on appelle ça l'effet productivité justement de ces services supérieurs. Bon, la publication fait référence notamment à un rapport sur lequel j'ai collaboré, donc un rapport pour à l'époque le ministre-président au niveau de la région wallonne. Donc le ministre-président s'intéressait à ces services supérieurs. Donc ça montre bien quand même le rôle quand même assez stratégique de ces services par rapport au développement économique, et donc s'agissant de la Wallonie, par rapport au redéploiement, on peut dire redéploiement économique de la Wallonie. Et une de nos conclusions, donc, en particulier, c'est très clair de la part des témoins privilégiés qu'on a pu rencontrer dans ce cadre-là, c'est qu'on a quand même clairement toute une série de carences, évidemment, au niveau des PME, en termes, par exemple, d'études de marché, en termes de gestion informatique, en termes de fiscalité, etc. Et donc, voilà, là-dessus, j'ai une question finalement. Hein, donc, quel est finalement le rôle des services à Bruxelles, donc Bruxelles au sens général du terme, et comment finalement améliorer les choses en la matière. Et là, par rapport à l'étude, bon, on peut relier ça au fait que l'étude en question, et je pense que la présentation aussi a été assez claire, c'est qu'on voit bien que le développement des services supérieurs à Bruxelles va résulter de 2 logiques. Donc d'abord, cette intégration dans les réseaux internationaux. Donc clairement, Bruxelles est un hub, hein, Bruxelles est un nœud dans ces réseaux internationaux. Et puis deuxièmement, il y a cette Interland, donc en l'occurrence la Belgique. Et donc vraiment la question que je me pose, donc c'est pas une position, c'est vraiment une question.
elle est soulignée dans la publication, mais bon, on n'approfondit pas le sujet, hein, donc peut-être y a-t-il des matériaux dans l'étude qui peuvent être développés par rapport à ça. Donc la question, c'est sur ces relations finalement entre ces deux logiques, donc entre les réseaux globaux d'une part et puis le marché national d'autre part. Donc y a-t-il des articulations, des complémentarités? Donc voilà, si je reviens sur mes PME wallonnes, comment faire en sorte qu'elles profitent mieux finalement des services bruxellois et peut-être des firmes internationales dont on a parlé et qui sont justement inscrites dans les réseaux. Alors, je pense que ça peut s'appliquer pour les firmes wallonnes, mais je pense que ça peut s'appliquer, enfin, ce questionnement peut s'appliquer pour les firmes évidemment flamandes ou même pour les firmes évidemment bruxelloises qui seraient actives dans d'autres domaines. Donc, il y a là une proximité spatiale, mais est-ce que ça suffit finalement pour pouvoir vraiment en tirer des bénéfices? Alors, bon, Gilles a tout à fait été clair, hein, par rapport à un positionnement entre guillemets politique. On a parlé des limites évidemment administratives. Voilà, on est dans ce monde avec la Belgique fragmentée. Bon, ça pose quand même effectivement toute une série de problèmes. Et moi, ce qui m'a frappé, malgré tout, je me permets de souligner ça ici, c'est que on voit bien que ça impacte, y compris la structuration même scientifique. Donc la manière finalement dont les limites des communautés politiques, en l'occurrence en Belgique, même ailleurs sans doute, sont posées, va y compris avoir des impacts sur la recherche scientifique. Donc de nouveau ici, c'est un travail qui n'a pas, si j'ai bien compris, pas été directement mené pour la région de Bruxelles-Capitale, mais voilà, qui est dans le cadre bruxellois. On peut évidemment développer la même thématique de ces services spécialisés, de ces services supérieurs à d'autres niveaux, hein, en prenant d'autres perspectives. Ça peut être l'entièreté de la Belgique francophone, ça peut aussi être bon, ce qu'on nous a, entre guillemets, fourgué lors de la dernière réforme de l'État avec cette communauté métropolitaine de Bruxelles. Et donc, par exemple, si cette communauté métropolitaine existait, si elle était, par exemple, en charge de commanditer des études, et elle aurait très bien pu, en l'occurrence, commanditer une étude sur les services supérieurs, eh bien, aurions-nous eu des études, aurions-nous eu un travail, aurions-nous eu même peut-être des postulats différents par rapport à ce qu'on vient, par exemple, d'entendre ou ce qui a été publié. Donc voilà, c'est une question. Il y a des liens comme ça entre la géographie finalement administrative et puis la manière dont, y compris les recherches finalement, se développent. Alors, bon, troisième type de réflexion, donc sur les liens centre-périphérie. Donc ça recoupe, ou je prolonge la réflexion que je viens d'avoir par rapport au postulat notamment de l'étude. Donc là, je cite la page 3. Donc nous évaluons la possibilité d'une action pour améliorer la position du centre dans l'espace métropolitain bruxellois. Mais par définition, est-ce que c'est ça qu'il faut réellement faire? Donc par définition, faut-il renforcer le centre? Bon, on voit quand même toutes ces réflexions, notamment sur le polycentrisme. Est-ce que ça ne pourrait quand même pas peut-être apporter certaines solutions aussi? Je pense en particulier au problème de mobilité. Alors bon, évidemment, ce polycentrisme, il faut le planifier. Donc, on est évidemment bien conscient qu'on bute de nouveau sur les problèmes du découpage de la Belgique, en l'occurrence en région. Et puis alors, sur les relations centre-périphérie, bon, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui couper par rapport au questionnement sur la situation, la pandémie, le télétravail, etc. Donc, dans le travail et dans la présentation, on met en avant que la centralité, donc le fait que certains services demeurent vraiment dans des situations, dans des positions très, très centrales, s'explique par, on mentionne notamment le prestige de la localisation, bon, ses relations avec les acteurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, etc. Mais on ne mentionne pas, dans le travail, on ne mentionne pas nécessairement l'accessibilité. Moi, je me demande s'il n'y a quand même pas un aspect important au niveau de l'accessibilité. Bon, clairement, si on a besoin d'un profil très qualifié, si on est dans le centre de Bruxelles en publiant une offre d'emploi, on aura quand même un marché de l'emploi plus vaste finalement qui serait disponible. Donc, je me demande dans quelle mesure ça peut jouer sur ces localisations qui demeurent centrales. Et puis, évidemment, quid de l'évolution avec le télétravail, hein, donc, si
si on va vers 3 jours, voire 2 jours de présence plutôt que 5. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas de nouveau un choc macro qui ne risque pas encore de redistribuer les cartes? Donc voilà, quelques éléments de réflexion. Peut-être je termine, je ne conclue pas, mais je termine peut-être en soulignant quelques questions. Donc voilà, si ça peut alimenter la réflexion. Donc concrètement, Gilles, dans votre étude ou par ailleurs, avez-vous, moi j'avoue que je ne l'ai pas fait, hein, donc c'est vraiment une question que je me pose. Avez-vous étudié hein, cette question de l'effet productivité sur les firmes d'autres domaines? Donc ces services supérieurs permettent-ils aux autres firmes d'être quelque part plus productives? Et est-ce qu'on peut améliorer peut-être les choses? Donc je pense très, très concrètement ici à ce qui se passe au niveau de la Wallonie. Donc voilà peut-être une première question. Deuxième question, par rapport à ce changement de perspective ou à ce changement d'échelle, dans une géographie fiction, bon, on est avec une communauté urbaine, une communauté métropolitaine, on est avec une réflexion qui permet de lever justement ces blocages avec ces limites régionales. Est-ce qu'on aurait eu même d'autres postulats et puis peut-être aussi d'autres conclusions? Parce que peut-être qu'agir à l'échelle métropolitaine, là, ça devient peut-être possible, y compris sur le domaine des services supérieurs. Donc, je pense notamment à la gestion de l'offre en immobilier, au développement peut-être d'un polycentrisme, enfin des choses comme ça. Donc, question aussi peut-être sur le polycentrisme. Je ne sais pas si vous avez relié vos travaux avec toute la littérature qui est quand même assez foisonnante sur ce sujet. Hein. Je pense que tu l'as évoqué, tu as souligné que Bruxelles restait quand même relativement restait voilà, globalement, en tout cas sur le plan des services, assez monocentrique. Je ne sais pas si tu peux ou tes collègues peuvent développer cet aspect-là. Et puis peut-être voilà, la question entre guillemets de l'époque. Donc voilà, on est face à un nouveau choc macro, la pandémie. Comment est-ce que ça pourrait contribuer à redessiner les cartes, et y compris dans ce domaine des services supérieurs. Voilà, de nouveau, merci pour cet intéressant travail. Merci Jean-Marie également pour ces questions. Donc, c'est parfait pour entamer ce dernier moment de Midi de l'IRIB, qui est donc un moment de discussion. Peut-être que voilà, vous, parmi dans le public, vous avez quelques demandes d'éclaircissement ou de précision. N'hésitez pas déjà éventuellement à lever la main ou à préparer une question par écrit, à l'envoyer. Moi, je vais surveiller ça pendant que Gilles peut commencer maintenant à peut-être fournir quelques éléments de réponse aux multiples questions qu'a soulevé Jean-Marie. Alors, donc, je vais prendre les 3 questions dans l'ordre. Sur la question des services avancés, en fait, ce n'est pas une question qu'on s'est posée à tort, hein, elle ne nous est pas vraiment venue à l'esprit, pour les raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire que ce n'était pas vraiment un enjeu bruxellois, très certainement. Donc, je n'ai qu'une réponse intuitive. Ma réponse intuitive, c'est quand même que les services avancés sont très autocentrés dans leur partie la plus stratégique. Ils sont liés aux réseaux internationaux, ils sont liés aux fonctions bruxelloises, etc. Et par ailleurs, ils servent le marché local. On n'a quand même pas beaucoup, quand on a étudié les tableaux input-output, on n'a quand même pas beaucoup de signes du fait que ces services avancés rendaient véritablement service aux PME à gauche et à droite à l'intérieur de la Belgique. Dans notre enquête, ça n'apparaissait quand même pas non plus comme quelque chose qui a émergé, bien qu'on ne l'a pas cherché. Mais bon, on n'a pas vraiment regardé sous cet angle-là. Donc, mon intuition, c'est que pas tellement. Et d'ailleurs, si vous regardez une région comme le Courtrézy, par exemple, on voit bien qu'avec son tissu de petites et moyennes entreprises, elle a développé aussi son propre réseau de PME, de services avancés. Et je ne pense vraiment pas qu'elle s'appuie pour maintenir son industrie textile ou son industrie légère ou d'autres fonctions. Je ne pense vraiment pas qu'elle s'appuie sur les firmes de services avancés bruxelloises. Et donc, voilà, donc ça c'est mon intuition. Et donc effectivement, la faiblesse de l'économie wallonne, c'est de ne pas avoir ces firmes locales.
Ouais, donc, je ne sais pas comment elle pourrait s'appuyer sur les firmes existantes à Bruxelles, mais je pense qu'on a là des marchés assez déconnectés les uns des autres. Mais c'est vraiment une réponse très intuitive et ça demanderait investigation. Alors, pour la question de l'échelle, là, quand même, je serais nuancé parce qu'évidemment, j'ai présenté tout ça sous un angle bruxellois, mais les analyses quantitatives, on les a faites à l'échelle nationale. Ça ne nous coûtait pas cher. Je veux dire, les données, on les a à l'échelle nationale, on ne les a pas que sur la région bruxelloise. Et donc, on a quand même regardé ce qui se passe à l'échelle nationale. On a par exemple regardé s'il y avait des déplacements d'activité à l'intérieur de l'espace national. On a vu que c'était très marginal. Bon, d'abord, on a vu le sous-développement, entre guillemets, des pôles wallons à taille égale. C'est vraiment spectaculaire, la différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre Gand et Liège. Mais on a aussi regardé s'il y avait à l'intérieur de l'espace national des activités qui pouvaient quitter Bruxelles pour aller à Anvers ou à Gand ou dans les pôles wallons éventuellement. Et on a vu qu'en réalité, les logiques restaient des logiques de bassin d'emploi. C'est-à-dire que quand il y avait des déplacements d'activité, c'est largement des déplacements d'activité qui se font à l'intérieur des différents bassins d'emploi et en particulier évidemment à l'intérieur du bassin d'emploi bruxellois entre le centre et la périphérie. Donc là, il y a quand même un certain nombre d'éléments, au moins quantitatifs, qu'on a étudiés de façon systématique à l'échelle de la Belgique. Alors, oui, on n'a pas cité l'accessibilité pour les raisons de la centralisation. Oui, ça demande. C'est pas évident parce qu'on sait aussi qu'un certain nombre d'activités se placent en périphérie, aussi pour des questions d'accessibilité, parce que beaucoup de gens vont à leur travail en voiture et donc on accède plus facilement à des bureaux autour du ring qu'à des bureaux à l'intérieur de Bruxelles. Hein, donc, c'est très difficile de savoir si l'accessibilité, il faudrait vraiment une étude spécifique pour savoir si l'accessibilité joue un rôle essentiel dans le maintien du monocentrisme bruxellois, peut-être, mais vraiment, j'en suis pas du tout, j'en suis pas sûr. Et pour la deuxième partie de la question, est-ce qu'on pourrait développer un polycentrisme à Bruxelles? Bon, d'abord, je pense que sur l'argument de fond, ça ne change rien, c'est-à-dire que les activités qui doivent quitter Bruxelles, qu'elles soient au centre ou enfin, elles vont quitter Bruxelles. Ce que BNP a décidé de faire à Madrid, elle le fera à Madrid. Et le polycentrisme n'y changerait rien. Mais évidemment, si on avait un espace métropolitain cohérent, on pourrait gérer de façon plus rationnelle l'aménagement du territoire, favoriser des localisations plus adéquates sans avoir des logiques de compétition entre territoires pour attirer telle ou telle activité qui ne sont pas sans conséquences, comme je l'ai dit, hein, on pourrait croire que c'est indifférent, que ce soit à Evere ou à Zaventem, mais ce n'est pas sans conséquence. Donc, évidemment, du point de vue de l'aménagement du territoire, avoir un espace métropolitain, ce serait beaucoup plus rationnel. Sur les dynamiques globales, évidemment, là c'est un argument à une autre échelle. Et donc, là, de ce point de vue-là, ça ne changerait rien. Moi, j'ai essayé de répondre, mais comme ce ne sont pas des questions qu'on a investiguées, comme d'habitude, tu as mis le doigt là sur les manquements. C'est ça qui est intéressant, évidemment, mais évidemment, mes réponses de ce fait-là restent relativement vagues et imprécises. Merci Gilles. Sur la question de la pandémie, moi j'ai peut-être aussi une petite question qui va résonner avec celle de Jean-Marie, mais je propose, pour ne pas monopoliser la parole, de vous relayer tous les deux donc des messages qu'on a en conversation. Donc, les secteurs de la finance et de l'assurance sont en pleine transformation. Ça, je pense qu'on le sait, ça a été dit. Il y a les nouvelles technologies, les startups, les scale-up en fintech qui se développent. Ces développements sont à présent encore renforcés par la pandémie et les taux d'intérêt très bas. Avez-vous déjà des intuitions sur l'impact sur Bruxelles? On pense facilement plutôt à Amsterdam pour le nouveau secteur fintech, etc. Donc, comment en fait la pandémie et ces nouvelles transformations pourraient aussi, à moyen terme, influencer le secteur des services avancés à Bruxelles? Je ne sais pas si, voilà, on parle aussi d'intuition, hein, vu ce n'est pas dans l'étude ni dans les travaux, je pense, de Jean-Marie. Donc, je ne sais pas si l'un de vous a envie de réagir par rapport à ça.
Dans le cadre de l'étude, on avait fait un travail sur une espèce de start-up fintech que les différents groupes bancaires belges avaient mis en place quelque part autour des Aventem, là. Quand on creuse un peu, il n'y avait quand même pas grand-chose derrière tout ça. Les investissements n'étaient quand même pas majeurs et il n'y a rien qui laissait entendre que Bruxelles allait réussir à se positionner dans ce domaine-là. Mhm. Je pense qu'effectivement, ça ira plus vers les centres financiers plus, en réalité, plus internationaux que Bruxelles, tel Amsterdam, Londres ou Paris ou que sais-je. Mais encore, c'est une intuition. Ouais. Mais bon, il y a toute cette question, effectivement, de la crainte que les banques ont des GAFA, en réalité. Hein. Donc, c'est une crainte très explicite chez les banques et ils mettent en place des stratégies pour garder la maîtrise des moyens de paiement, etc. etc., etc. Donc, il y a toute une série de développements et de mutations au sein des banques qui se font dans ce sens-là. Pas sûr que ça passe par Bruxelles. Mhm. Jean-Marie, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose ou voilà, si ça Non, je n'ai pas d'expertise particulière en la matière. pas de souci. Je trouvais intéressant quand même une des réactions sur le fait d'aller même à la limite un cran plus loin par rapport à l'idée de ne rien faire. Ouais. Pourquoi effectivement pas essayer d'éviter les localisations des services supérieurs à Bruxelles? Donc je ne sais pas ce que Oui, tout à fait. Donc, on a ça dans la conversation, hein, quelqu'un qui suit sur le mode de la provocation en disant ben, finalement, si les services avancés sont pauvres en emploi, pauvres en travailleurs, payant leurs impôts en région bruxelloise, est-ce que cette attractivité ne devrait pas être au contraire évitée? Voilà, c'est plutôt de l'ordre aussi du commentaire provoquant. Je ne sais pas, Gilles, si tu veux réagir là-dessus, ou alors j'ai une petite question aussi moi-même. Non, c'est une question qui se pose, tout à fait. Ouais. C'est vraiment une question qui se pose. Après, évidemment, tous les secteurs économiques, enfin, dire, c'est pas comme ça qu'on va changer le système, c'est-à-dire en évitant que ça se passe à Bruxelles. Hein, et donc, je pense que c'est justement une question qui doit être traitée à une autre échelle et certainement pas à l'échelle bruxelloise. La question de la finance, de la maîtrise de la finance, de son impact sur la société en général. Je ne pense pas que on va pouvoir la traiter efficacement à l'échelle régionale. Et Mmh. donc, oui, on peut dire ne rien faire ou essayer d'éviter que ce soit là. Si on évite que ce soit là, ce sera chez le voisin, en l'occurrence. Donc, ça ne changera rien. Donc, la question de la finance, elle doit être réfléchie au niveau sociétal global. Qu'est-ce qu'on doit faire de la finance? Est-ce qu'on a besoin d'une finance publique, etc., etc. Plutôt qu'à des jeux de localisation qui, à court terme, peuvent quand même avoir des impacts négatifs parce qu'il y a des gens qui ont des emplois, il y a des gens qui rendent des services au bureau. Alors évidemment, ça ne marche pas tellement en cette période-ci, etc., etc. Mais donc, à court terme, si vous mettez en place des politiques de désattractivité, ça peut quand même avoir des conséquences négatives pour un certain nombre d'autres gens à Bruxelles. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vaut mieux traiter à l'échelle adéquate, c'est-à-dire belge et européenne, et non pas à l'échelle régionale. Et le problème, c'est que cette question de l'attractivité, elle a été, enfin, ces questions-là ont été trop traitées à l'échelle régionale. Et en fait, la région n'a pas les moyens de la traiter, donc elle est obligée, elle est réduite à des politiques d'attractivité ou de désattractivité. Mmh. Je veux rebondir là-dessus avec une question donc, qui est à la fois sur cette attractivité et puis sur le contexte télétravail et la suite. Ça a été très clair dans la présentation, donc montrer que ces réseaux sont notamment captifs, ces services sont notamment captifs pour des questions de réseaux informels, formels et informels, qui se passent évidemment, on le sait bien, dans une réunion, dans un café, des lunchs professionnels, etc. Et donc, je me demandais si finalement, cette question de l'attractivité, elle ne devait pas se jouer plutôt, non pas au niveau des firmes, des sièges, mais aussi la région aurait peut-être plutôt des leviers à jouer, des cartes à jouer en termes d'attractivité plutôt, j'allais dire, des travailleurs directement. Donc, c'est la question résidentielle, de se dire, bon, bah, peut-être qu'il y a un levier là-dessus, ou alors aussi maintenant, de manière plus évidente, de législation par rapport au télétravail. Qu'est-ce qui va se passer si, une fois que la pandémie s'affaiblit,
les infrastructures et les habitudes prises sont renforcées par ces boîtes, par les entreprises qui, en effet, privilégient le télétravail. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de négociation? Il n'y aurait pas, selon toi, Gilles, un peu de négociation à faire là-dessus, sur la question en fait des retombées indirectes sur d'autres secteurs de l'économie? Et là, on parle de l'économie de base de Bruxelles, comme l'Horeca, bien sûr. Donc, c'est une réflexion plus vraiment qu'une question, mais donc c'est sur ces leviers d'attractivité, peut-être plus au niveau du travailleur en termes résidentiels ou alors de temps de travail effectif dans les bureaux pour l'avenir. Bon, comme l'attractivité résidentielle, c'est quelque chose qu'on étudie en profondeur par ailleurs, je vais peut-être pas me lancer Oui, oui, bien sûr. dans un truc qui va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on a fait jusqu'à C'est pour présent. ça que je dis que c'est aussi une réflexion. En revanche, la généralisation du télétravail, ça va encore renforcer ce que je dis, c'est-à-dire limiter l'impact positif sur l'économie bruxelloise. Mhm. Parce que au moins quand les travailleurs viennent à Bruxelles, ils consomment à midi ou ils vont faire quand même quelques courses à Bruxelles, etc., etc. Et donc là, le télétravail va encore limiter l'impact que ces secteurs-là ont sur la région Bruxelles-Capitale. Mhm. Donc ça c'est clair et ça va se produire. Ça va se produire parce que évidemment, on ne va pas rester dans le télétravail total, mais c'est clair que ça va se renforcer. Ouais. Voilà, tu confirmes en effet cette, cette intuition qu'on avait sans doute tous. Je ne vois pas de main levée ou de questions supplémentaires. J'ai peut-être alors une dernière question aussi, à laquelle soit Jean-Marie, soit Gilles pourra répondre. C'est une question peut-être un peu naïve, mais on a beaucoup parlé de Bruxelles, mais il a été question d'autres pôles de la finance et des services avancés à l'échelle internationale. Dans l'actualité récente, on a aussi bien sûr le Brexit. Je sais bien que l'étude a été menée avant, mais est-ce que tous les deux, vous avez peut-être quelque chose à dire sur une éventuelle redistribution des cartes ou pas? Donc, soit un renforcement des autres pôles que Londres, soit Londres en fait va garder son rôle dans ces services-là, ou alors peut-être malgré tout une certaine reconfiguration qui pourrait avoir un impact sur des pôles intermédiaires en Europe et donc Bruxelles. Donc voilà, question naïve, le Brexit va-t-il réellement avoir un impact au niveau de la géographie de ces secteurs et en particulier pour des pôles intermédiaires? Donc, on a quand même essayé d'étudier cette question-là. OK. Il y avait une demande. Il va y avoir un impact parce que même d'un point de vue légal, il y a des choses qui ne peuvent pas rester à Londres et donc qui n'ont pas pu rester à Londres. Ce qu'on voit, c'est que Bruxelles n'est pas du tout dans les... Et donc, ça confirme que finalement, en termes de pôle financier, Bruxelles, c'est surtout la coordination du marché national. S'il faut trouver vraiment les fonctions internationales spécifiques à Bruxelles, il faut aller dans d'autres domaines, dans la consultance, dans le lobbying et dans les fonctions internationales administratives, quand même, c'est pas rien. Et donc, oui, sur les aspects légaux, là, on sait déjà qu'il y en a qui ont été vers Paris. Et maintenant, l'essentiel des activités, ces activités privées de haut niveau, etc., là, il faudra attendre quelques années pour voir si Londres parvient à maintenir son rôle de hub européen. Donc de hub entre Londres et le monde. Parce que quand on a vu les délocalisations de BNP, etc., ça allait quand même très souvent vers Londres. Même BNP a délocalisé des activités de Bruxelles vers Londres. Est-ce que ça va se maintenir? Est-ce que ça pose pas quand même des problèmes, un certain nombre de problèmes avec le Brexit? Il faut voir. Il faut savoir que Londres, c'est quand même aussi un paradis fiscal. Donc, c'est aussi une des raisons vers lesquelles on va vers la City de Londres. Merci. Jean-Marie, une dernière fois, est-ce que tu souhaites, voilà, est-ce que c'est des choses que tu étudies par ailleurs, ces questions de relocalisation à l'échelle européenne, si tu souhaites intervenir ou pas, et alors je clôt la séance. Oui, honnêtement, je n'ai pas spécialement investigué, donc, mais juste peut-être une dernière réflexion qui me vient en tête. Volontiers.
par rapport à ce que je disais au niveau de la métropolisation au début, donc on voit quand même une série de travaux qui montrent un certain rééquilibrage entre les métropoles et puis les villes de deuxième rang. Je pense que du côté de l'ULB, vous avez fait des choses là-dessus. Tout à fait. Est-ce que, je ne sais pas, tu peux peut-être commenter ça? Est-ce qu'il y a des liens avec la thématique du jour? Donc, voilà, Bruxelles, entre guillemets, serait plein, même à la limite à l'échelle métropolitaine, et qu'on pourrait avoir des effets quand même sur des villes de second rang. Donc, évidemment, je pense peut-être à certains pôles en Wallonie, mais bon, on a aussi parlé des transferts vers l'Europe centrale, etc. Donc voilà, on voit bien que c'est de nouveau ces deux échelles. Hein. On a l'échelle nationale d'un côté, et puis on a l'échelle européenne de l'autre. Voilà, je ne sais pas si tu peux rajouter quelques éléments sur cet aspect-là. Bah, juste, qu'est-ce que je peux dire, parce que là, ça va nous amener loin aussi, parce que ça, c'est des choses que j'ai étudiées aussi. C'est que même au cœur de la mondialisation, de la métropolisation, etc., c'était tout de même pas si clair que les grandes métropoles étaient plus dynamiques que la moyenne des autres villes. Et un des mécanismes, effectivement, ce sont ces petites villes qui peuvent profiter de la proximité des grandes villes. Typiquement, à Bruxelles, il y avait Louvain. Hein. Autour de Bruxelles, il y a Louvain. Qui n'a pas les désavantages de Bruxelles, mais qui a certains désavantages. Et on retrouve ces mécanismes un peu partout. Donc, tout ça, c'était pour vérifier les théories de la mondialisation que j'ai exposées, hein, comme si elles étaient vraies, mais en Europe, entre 2000 et 2020, c'est loin d'être clair. Hein. Cette dynamique-là, qui serait en faveur des grandes métropoles au détriment du reste de l'espace, c'est pas si clair. D'un point de vue purement empirique et statistique. Merci Gilles et Jean-Marie pour avoir suscité cette dernière intervention. Comme vous le voyez, c'est un sujet quand même riche et surtout qui est relié à bien d'autres sujets de recherche. Donc, on aura sans doute l'occasion à l'avenir de réinviter des chercheurs autour de ces thèmes-là. Merci à Gilles Vanham et Jean-Marie Halleux d'avoir partagé avec nous leurs connaissances et pour les réponses qu'ils ont pu apporter, les précisions suite aux questions posées. Merci évidemment à toutes et tous dans le public pour votre intérêt et pour le sujet et puis pour les Midi de l'IRIB de manière générale. N'oubliez pas donc que cette séance et les précédentes sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'IRIB. Et puis, merci à Margot Hardy, qui est la bonne fée derrière ces séances, qui orchestre les Midi de l'IRIB et qui vous a invité et transmis toutes les informations pour aujourd'hui. Si vous en voulez encore, rendez-vous le mardi 11 mai à midi pour discuter de la tarification de l'eau à Bruxelles. Si vous êtes inscrit à l'infolettre de l'IRIB, vous allez recevoir toutes les informations bientôt, notamment le lien, bien sûr, pour rejoindre la séance. Elles seront également postées sur le site internet irib.be. Je vous souhaite un très bon après-midi. Au revoir. Au revoir, merci.